En Côte d'Ivoire, la contestation contre un troisième mandat d'Alassane Ouattara se poursuit. Alors que le Conseil constitutionnel a validé sa candidature, il y a eu de heurts ce lundi entre les partisans de l'opposition et la police. En Algérie, la mobilisation pour la libération du journaliste Khaled Drareni se poursuit. Des Algériens ont investi les rues à quelques jours du prononcé de la décision de la Cour d'appel pour incitation à un attroupement non armé. Et puis, au Sénégal, le fils de l'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme a fait face à la presse. Papa Massata Diak est poursuivi en France pour corruption au même titre que son géniteur. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Direction la Côte d'Ivoire où le Conseil constitutionnel a dévoilé ce lundi la liste des candidatures retenues pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Au total, 4 dossiers ont été validés par le juge constitutionnel. Sur les 44 à lui soumis, il s'agit de celui d'Alassane Ouattara, élu en 2010 puis réélu en 2015 et il brigue donc un troisième mandat contesté. Le deuxième candidat, c'est Henri Konan Bédié, ancien chef d'État âgé de 86 ans, se présente donc pour le compte du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDC. Il est le principal opposant à Alassane Ouattara pour ce scrutin. Pascal Affi-N'Guessan, c'est le troisième candidat. Il est âgé donc de 67 ans. L'ancien premier ministre de l'ex-président Laurent Gbagbo était donc arrivé deuxième avec 9,29% des voix à la présidentielle de 2015. Il est candidat de la faction du Front populaire ivoirien FPI, fondée donc par Laurent Gbagbo, qu'il dirige, mais contesté donc par les Gbagbouriens le Gore. Et puis le dernier candidat, quatrième, retenu par le juge constitutionnel, c'est Kouadié Konan-Bertin, alias Kakabé, âgé de 51 ans. Il est donc en rupture avec le PDCI, qui a donc refusé sa candidature. Il se présente en indépendant, un peu comme en 2015. Et on reste toujours en Côte d'Ivoire où des manifestations, également des marches contre la candidature controversée du président Alassane Ouattara à un troisième mandat lors de la présidentielle du 31 octobre prochain ont dégénéré ce lundi en affrontement avec les forces de l'ordre dans plusieurs villes du pays. L'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara a provoqué des manifestations qui ont dégénéré en violence, ayant fait une quinzaine de morts en août dernier. Je le dis encore, malgré l'interdiction de rassemblement par les autorités, des barrages démantelés par les forces de l'ordre ont tenté de bloquer plusieurs routes dans l'ouest, selon des témoins. À Yopougon, grand quartier populaire d'Abidjan, des manifestants ont notamment incendié un bus, a constaté un photographe de l'AFP, alors que des échauffourées ont opposé forces de l'ordre et jeunes pendant la matinée. La situation était redevenue calme à la mi-journée. À Bangalo, au centre-ouest, après une marche, des manifestants ont incendié un camion minier et des véhicules. Ils ont été dispersés par la gendarmerie à coups de gaz lacrymogène, a affirmé à l'AFP un habitant sous couvert de l'anonymat. Le Conseil constitutionnel devrait publier cette semaine la liste des candidatures validées pour le scrutin présidentiel. Comme la précédente, la Constitution de 2016 limite à 2 les mandats présidentiels. Mais les partisans d'Alassane Ouattara affirment que le changement de constitution a remis le compteur à zéro alors que l'opposition la juge inconstitutionnelle. La crainte de violence encore plus meurtrière à l'approche du scrutin du 31 octobre est forte 10 ans après la crise née de la présidentielle de 2010 qui avait fait 3000 morts après le refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara. 44 dossiers de candidature ont été déposés, dont celle d'Alassane Ouattara, des anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo et l'ex-premier ministre et chef rebelle Guillaume Soro. Des partisans du journaliste algérien indépendant Khaled Drareni demandent sa libération immédiate à Alger, la capitale. Khaled Drareni, condamné en août dernier à 3 années de prison pour sa couverture des manifestations anti-gouvernementales en Algérie. Deux figures du mouvement contestataire en Algérie, symbole de la lutte pour la liberté d'opinion, se retrouvent cette semaine devant la justice dans un climat de répression à l'encontre des opposants et des médias indépendants malgré les appels internationaux réclamant leur relax. Le premier, Karim Tabou, visage très populaire du mouvement Irak anti-système, comparaît libre lundi devant le tribunal de Koleya à l'ouest d'Alger.
Son procès devrait s'ouvrir le 29 juillet, mais avait été reporté en raison de l'épidémie de coronavirus. Le second, le journaliste Khaled Drareni, incarcéré depuis le 29 mars, saura mardi s'il reste en prison quand sera prononcé le verdict de son procès en appel. Né en février 2019 d'un immense ras-le-bol des Algériens, le Irak a secoué le pays jusqu'à sa suspension il y a quelques mois en raison de la crise sanitaire. Très attendu, les deux procès cristallisent les tensions politiques et suscitent l'inquiétude de la société civile et des ONG qui dénoncent le musellement de toute dissidence et une répression plus insidieuse depuis le début de l'épidémie. Il n'est guère de journée sans que des militants de ce soulèvement populaire, des opposants, des journalistes ou des blogueurs ne soient interpellés, poursuivis, condamnés et parfois emprisonnés. Selon le Comité national de libération des détenus, quelques 45 personnes sont actuellement derrière les barreaux pour des faits liés au mouvement de protestation. Devenu l'incarnation du combat pour la liberté de la presse en Algérie et soutenu par une forte campagne de solidarité, Khaled Drareni, 40 ans, sera fixé sur son sort mardi au moment du verdict de son procès en appel. Il avait été arrêté à Alger le 7 mars alors qu'il couvrait une manifestation du Irak. Le journaliste est aussi accusé d'avoir critiqué sur Facebook le système politique. La sentence d'une sévérité inédite a surpris et indigné ses confrères. À son procès en appel à Alger, lors duquel le procureur a requis comme en première instance 4 années de prison ferme et une amende de 50 000 dinars, Drareni est apparu très amaigri mais aussi très affaibli, affirme Reporters sans frontières. En République démocratique du Congo, les premiers corps des orpailleurs portés disparus depuis vendredi dernier ont été ramenés à la surface. Les pluies diluviennes de jeudi dernier sont à la base de cette catastrophe. Le premier corps sans vie de personnes disparues dans l'accident minier vendredi dernier en République démocratique du Congo a été ramené à la surface dimanche grâce au secours de la Croix-Rouge. Des centaines de personnes étaient regroupées autour du carré minier dit Détroit pour assister aux opérations de recherche de corps. 18 corps au total avaient été récupérés dimanche soir à Kamituga, a rapporté l'agence France Presse. Le gouverneur provincial avait d'abord déploré samedi la mort tragique de 50 personnes, en majorité des jeunes, lors de cet accident dû à des pluies diluviennes la veille. Le maire avait décrété 2 jours de deuil samedi et dimanche, tout en précisant ne pas connaître le nombre exact de mineurs artisanaux qui se trouvait dans les puits de la mine au moment de l'accident. La mine d'or se trouve sur une zone concédée à Kamituga Minine, l'une des filiales de Banro, une société aurifère canadienne. Banro et sa filiale n'exploitaient cependant pas leur concession. En septembre 2019, Banro avait annoncé sa décision de suspendre les opérations dans 4 de ses entités dans l'est de la RDC, dont Kamituga, selon le coordonnateur de l'ONG Justice pour tous. Papa Massata Diak, fils de l'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diak, a reçu donc la presse étrangère à son domicile à Dakar, la capitale du Sénégal, pour commenter un procès en cours donc à Paris, un procès pour lequel il est poursuivi pour corruption avec son géniteur. Ce procès s'est tenu sans ma présence, alors que je suis un élément central des accusations de la justice française, et je n'ai jamais eu accès au dossier pénal. C'est la raison pour laquelle j'étais dans mon silence, dans mon coin, en attendant de voir venir les conclusions de cette enquête. C'est que l'enquêteur ne m'a jamais entendu. Il dit qu'il a enquêté. Il n'a jamais entendu Lamine Diak. Il n'a jamais entendu Habib Cissé. Et il dénonce au niveau du parquet financier. Alors que son enquête n'a pas été exhaustive. Il ne nous a pas rencontrés. J'ai refusé, et je continue à refuser, de déférer, et je doute de la compétence juridique et territoriale française. Et sur ces accusations, je peux dire qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, en fonction de tout ce que j'ai lu durant ces 2 mois, je suis très rassuré que la justice française ne dispose d'aucun élément
pour condamner Lamine Diack ou Pape Massata Diack ou Habib Cissé ou Gabriel Dolé. Je suis désolé. Au centre du Nigeria, les législateurs de l'État de Kaduna ont approuvé la stérilisation chirurgicale comme sanction pour les personnes reconnues coupables de viol. Cette loi prévoit aussi l'application de la peine capitale dans les affaires de pédophilie. Le Nigeria a connu une forte augmentation des cas de viol et de violences domestiques contre les femmes pendant le confinement dû à la pandémie du nouveau coronavirus. Selon le chef de la police nationale, de janvier à mai 2020, environ 717 viols ont été signalés dans tout le pays et 799 suspects ont été arrêtés. Ces attaques ont déclenché une vague d'indignation sur Internet et des manifestations de rue poussant les autorités à s'engager à lutter contre les violences sexuelles généralisées dans le pays. Ainsi donc, au centre du Nigeria, les législateurs de l'État de Kaduna ont approuvé la stérilisation chirurgicale comme sanction pour les personnes reconnues coupables de viol. Une mesure radicale défendue par le gouverneur local. Désormais, toute personne reconnue coupable de viol dans cette région encourt la stérilisation et ce, quel que soit l'âge de la victime ou le genre de l'agresseur. Ce point de vue est pourtant largement controversé sur le plan médico-légal. La nouvelle loi prévoit aussi l'application de la peine capitale pour les affaires de pédophilie. Mais pour qu'une telle sanction soit appliquée un jour, il faudrait d'abord que les victimes portent plainte et que leurs agresseurs soient arrêtés et condamnés, ce qui n'arrive jamais presque. Depuis 2015, seule une quarantaine de personnes ont été inculpées pour viol au Nigeria. Selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, une femme nigériane sur 4 est victime d'abus sexuels avant l'âge de 18 ans et la majorité des cas ne font l'objet d'aucune poursuite. En 2019, le pays a lancé son premier registre national des délinquants sexuels, ce qui est considéré comme une étape importante dans la lutte contre les abus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.